Cette élection n'est pas supervisée par la communauté internationale. L'Union européenne n'est pas dedans, y compris même d'ailleurs l'ambassade fait partie de France fait partie de l'Union européenne. Et tous ceux que j'ai rencontrés me disent que l'élection n'est pas d'abord crédible. Et puis, ce n'est pas une élection. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, on ne connaît pas le corps électoral. Les cartes des électeurs ne sont même pas distribuées. On ne sait même pas qui va aller voter. Mais nous savons qui va aller voter puisqu'ils ont déjà fait voter les, les, les électeurs. C'est-à-dire qu'ils ont joué à la ouattariste. Les fichiers établis comme cela a été fait en Côte d'Ivoire. Donc, vous partez là-bas pour accompagner ce pouvoir, ce PCT. Et je ne suis pas là, vous m'avez posé cette question la fois dernière, je vous avais dit que je n'accompagne personne. Je ne peux pas aller à une élection pour accompagner qui que ce soit. Je me suis levé pour aller à une élection qui devrait être une véritable élection parce que je tenais à gagner cette élection. Mais si les chances d'avoir la victoire sont pratiquement nulles, je ne sais pas pourquoi je devais me présenter pour montrer que j'étais candidat. Et vous arrivez là-bas, tout était déjà fait. On vous donnait zéro pour ça. Et vous sortez de là complètement humilié, votre carrière politique est complètement mise en pâture. Je suis quelqu'un qui respecte la dignité, qui respecte les Congolais et qui respecte les femmes et les hommes qui m'ont fait confiance, qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui. J'ai plein de cadres dans mon parti et je ne peux pas leur faire ces cadeaux. Voilà pourquoi je n'ai pas déposé ma candidature. Romain Bedel Soussa, tout à l'heure, vous avez dit, en rentrant au Congo, vous avez eu quelques conseils, il faut appeler ça comme ça, qu'il fallait réunir, s'il faut le dire comme ça, l'opposition congolaise pour tenter d'inverser le rapport de force sur place. Et quand vous avez commencé à consulter certains de vos amis, de collègues, voilà, il faut le dire comme ça, les compatriotes de l'opposition, vous avez remarqué une certaine, bon, je vais appeler ça comme ça, une résistance, c'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait changement, des gens qui, en fait, comme vous l'avez dit, le matin se font opposants, le soir, ils sont quelque part parce que, évidemment, c'est des accompagnateurs d'un système. Est-ce pour dire que finalement, pendant ces consultations, ils n'ont pas adhéré à l'idée de ce qu'il faut inverser la tendance, inverser le rapport de force pour apporter un changement, c'est ça? Il y en a qui sont d'accord. Le problème est il faut que nous soyons tous sincères. Il faut qu'on soit sincère dans l'engagement. Il faut qu'on soit sincère dans l'engagement. Regardez, cher Christian, et monsieur qui vous parle là, nombreux peut-être ne me connaissent pas, surtout les jeunes, mais les anciens le savent. Moi, pour le Congo, je n'ai jamais aménagé des efforts. Je suis toujours déterminé pour que nous ayons un pays uni où les Congolais, ensemble, doivent se mettre en mouvement pour la transformation de cette nation, pour léguer à la nouvelle génération quelque chose de solide, de crédible. 2050, c'est maintenant. Nous, on ne va pas y arriver. Mais qu'est-ce que nous allons dire à ces enfants qui viennent là, qui sont sur ce chemin, cette trajectoire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel conseil, quel encadrement on va leur faire? Aujourd'hui, on ne doit pas continuer à fonctionner dans l'hypocrisie, hein, la malice. C'est démoniaque. C'est pas bien. Hein. Ou on s'engage pour que nous puissions. L'opposition majoritaire dans le pays. Mais pourquoi un groupe minoritaire peut écraser éternellement la majorité? Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a une raison pour expliquer cela? L'opposition est majoritaire. Si tout le monde se met ensemble, l'opposition est majoritaire. Pourquoi on ne peut pas créer une force de résistance pour peser enfin que, ensemble, tous on lutte pour le pays, y compris eux aussi. Dans leur rang, il y a des gens qui sont bien conscients que le pays ne va pas. Et ils n'attendent que, ensemble, on peut travailler pour que le pays aille. Maintenant, certains qui sont allés avec les Souba et qui encore font des virages à 90 degrés, repartent et s'échouent et ainsi de suite. Cette histoire de clocher de gauche à droite,
dans une nation en construction, elle est suicidaire, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Après avoir fait le tour, je dirais, euh, des pays amis, j'ai eu l'occasion de rencontrer les hautes autorités diplomatiques dans beaucoup de pays où je suis passé, ici aussi à Brazzaville. Dès que je suis arrivé, j'ai pris connaissance de la façon dont ces élections s'organisent. Dès que je suis arrivé le même jour, j'ai appelé les leaders politiques qui sont présents ici au Congo. Ce qui, souvent, on entend parler de poids lourds. Je les ai appelés, certains m'ont reçu. J'ai eu des entretiens avec eux. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, m'ont pas répondu. Comme le Congolais, quelquefois, il veut donner de l'importance, il ne mérite pas toujours. Parce que, bon, ça, c'est la réalité de, de Congolais. Alors, donc, après avoir fait le tour de tout ce monde, et il a pris connaissance qu'il n'y a pas d'élection, en fait. Le 15 mars, ce n'est pas une élection. Il n'y a pas une élection dans ce sens que, premièrement, tout ce qu'on a demandé au pouvoir de mettre en place afin que nous puissions organiser une élection crédible, une élection transparente, une élection digne de ce nom, pour un pays démocratique comme le Congo. En fait, il ne l'est pas aujourd'hui. Rien n'a été fait. Nous avons un fichier qui date de 2002. 4 cartes d'électeurs, des gens décédés. Des gens décédés. Donc ça c'est, je ne sais pas, c'est à titre posthume. Donc, Donc les 4 personnes sont déjà mortes. les gens là sont morts. Ils sont morts depuis, voilà, aujourd'hui pour certains, 2 ans. Sinon d'autres, ça fait 5 ans de cela. Ah! Donc c'est un peu ça. Bon, là, je vois ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, République du Congo. Donc, c'est un travail du ministère de l'Intérieur, mais Effectivement. des cartes d'électeurs de personnes déjà décédées. Décédés. Voilà. Ces gens-là sont morts il y a longtemps. Ces gens-là. Donc, voilà pourquoi lorsque on disait qu'il fallait carrément refaire une nouvelle liste Ce électorale. problème-là, nous en avons parlé longuement le 6 septembre passé. Qu'est-ce que vous Nous avez avons dit? demandé au gouvernement de procéder à un recensement administratif spécial. Voilà. C'est-à-dire que pour ressortir une liste électorale fiable. Or qu'ici, je ne sais pas, est-ce que ces gens-là, les cartes-là, c'est pour que les gens aillent voter? Ceux qui iront voter, est-ce que c'est ceux qui vont partir du cimetière pour aller voter? Alors là, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Bon, mais moi, je me rappelle en 2023, moi personnellement à Kindamba, j'ai travaillé pour le recensement. C'est pas possible de prendre les nouvelles données de 2023 là les insérer parce qu'il y a eu un recensement de la population Non. financé par la Banque mondiale. Ici, le grand problème c'est quoi? C'est que quand vous ramenez ce genre de carte et que vous venez rappeler des souvenirs douloureux à certaines familles, effectivement c'est ce qui pose problème. Non, sincèrement, à nos frères du ministère de l'Intérieur, ce genre de cas là, ça fait honte. Ça fait honte. Ça démontre que les élections ne sont pas crédibles et transparentes. Non, Parce non. que comment on peut faire voter des gens morts? Des gens morts. Alors que ce même fichier, la communauté internationale avait demandé qu'on le revoie et qu'on refasse qu'on applique les recommandations qui ont été données jusqu'à aujourd'hui. Aucune recommandation n'a été respectée.